Perrier. Lire. Un versus lire très rock'n'roll à 11h04 sur Espace 2 dans Versus. Lynn Lévy, bonjour. Bonjour Benoît. Lynn, vous avez rencontré Greil Marcus peut-être, un écrivain et critique musical américain mythique, légendaire peut-être même. Deux de ses livres sont dans l'actualité. Il y a d'abord une réédition de Lipstick Traces, une histoire secrète du XXe siècle. Et il y a aussi, qui est peut-être l'un des livres les plus célèbres de Marcus, en tout cas en terre francophone. Et il y a aussi la publication d'un nouveau livre intitulé Three Songs, Three Singers, Three Nations. Donc 3 chansons, 3 chanteurs, 3 pays, 3 nations, et tous deux sortent ce printemps aux éditions Alia. Exactement, Benoît. Greil Marcus est l'une des voix les plus écoutées de la contre-culture américaine. Il est critique rock, théoricien de la contre-culture, généalogiste de la subversion et professeur d'American Studies au sein de la prestigieuse université de Berkeley, près de San Francisco. C'est d'ailleurs là, dans cette université, qu'est né le Free Speech Movement au début des années 60, un mouvement contestataire pour les droits civiques et contre la guerre du Vietnam, un mouvement dont a fait partie Greil Marcus, qui était alors étudiant en sciences politiques, un mouvement qui précédera et contaminera les événements de mai 68. Lynn, 2 livres donc de Greil Marcus qui sortent ou ressortent simultanément, Lipstick Traces et puis Three Songs, Three Singers, Three Nations. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces 2 ouvrages ? Alors, vous l'avez dit, d'abord, il y a un inédit en français, Three Songs, Three Singers, Three Nations. Le titre est en anglais, mais bien sûr, le livre est en français. Et l'ouvrage tourne autour de 3 figures de la musique américaine, Bob Dylan, Geezy Wiley et Bascom Lamar Lunsford. Et c'est une façon pour Greil Marcus d'aborder les différents visages de l'Amérique. Et dans ce livre, comme dans son mythique Lipstick Traces, Greil Marcus fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire interroger les certitudes de ses lecteurs et tracer des parallèle entre la grande et la petite histoire, parce que il a le don, ce Greil Marcus, de trouver des voies secrètes qui sous-tendent la grande histoire. Il établit des généalogies inédites et parfois incongrues entre les rages poétiques de certains artistes ou de figures subversives obscures et des événements plus concrets, plus politiques, plus planétaires. D'ailleurs, dans Lipstick Traces, il fait comme ça le lien entre situationnistes français, des penseurs regroupés autour de Guy Debord notamment, et puis le surréalisme et le punk des Sex Pistols notamment. Exactement. Il mêle toutes ces insurrections avec le no futur, symbolisé par la figure presque christique de Johnny Rotten, des Sex Pistols. Bien sûr, il y a Dada, bien sûr, il y a mai 68. Du coup, j'en ai profité pour demander à Greil Marcus, qui a écrit sa première critique musicale dans le magazine Rolling Stone en 68, ce qu'il pensait des innombrables commémorations de mai 68, souvent teintées de nostalgie, ces commémorations qui ont eu lieu ces dernières semaines. Well, there is not nostalgia, at least on my part. That is an era, a year that was so convulsive. Il n'y a pas de nostalgie. En tout cas pas de ma part. C'était une époque, une année si violente, si pleine de convulsions, si effrayante et remplie d'utopie, que tous ces sentiments refont instantanément surface dès que je repense à mai 68. Si bien que ce n'est pas quelque chose qui fait partie du passé, ni un moment auquel je me réfère en l'enjolivant. Tout est encore là, tout est aussi terrifiant aujourd'hui que ça l'était pour moi à l'époque. Terrifying as it was at the time. You have to understand that for me, coming from the United States, coming from California. Il faut savoir que pour l'Américain de Californie que j'étais et que je suis, cette année 68 a été très différente de ce qu'elle a été en France, en Europe ou au Mexique. Ici, c'était l'horreur absolue. Les assassinats de Martin Luther King et Bob Kennedy, la destruction de la démocratie à la Convention de Chicago, l'élection de Richard Nixon. Une catastrophe après l'autre. Ça a brisé le pays, la société, le lien entre les deux. Ça a été une année sans sommeil, baignée dans la peur du lendemain. You know, it was a year of not sleeping. It was a year not sleeping out of fear of what the next day might bring. Whereas in France and experiencing what happened here in May. Alors qu'en France, c'était tout le contraire. En tout cas, c'est comme ça que j'ai observé les événements de là où j'étais. C'était excitant, comme un grand film, comme La Horde sauvage ou Butch Cassidy et le Kid.
Il y avait cette aura romantique. Je sais qu'à Paris, la réalité a été tout aussi triomphante, tout en étant à la fois bien plus désespérée. Dans la préface d'une nouvelle édition du livre L'imagination au pouvoir de Walter Levino, Michel Bernstein, situationniste de la première heure, nous rappelle que mai 68 a été d'abord et avant tout une fête. Est-ce que c'était la même chose pour le Free Speech Movement? Yes, that was the essence of it, or that was at the bottom, and it might have taken a while to reach that level of joy. Oui, ça en a été l'essence, la substantifique moelle. Mais il a fallu du temps pour atteindre ce niveau de joie. Il nous a fallu dépasser la prohibition, les restrictions mentales et normatives qui faisaient partie de notre vie quotidienne depuis l'enfance. Quand il existe un combat de l'ampleur du Free Speech Movement, 3 mois de conversations constantes, de rassemblements, de manifestations, d'occupations, de défaites et de victoires, eh bien, à un certain moment, on réalise à quel point c'est formidable. On se dit, c'est ça la liberté, la possibilité de pouvoir parler à n'importe qui, n'importe quand, dès que vous en avez envie. Tout le monde voulait parler. Mais que penses-tu de ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est terrible. Et vous vous sentiez vivant comme jamais auparavant. La première chose que j'ai écrite à propos du Free Speech Movement, c'était plusieurs années après. J'ai essayé de décrire toutes les émotions conflictuelles qui traversaient alors nos esprits. Et je me souviens avoir dit, au final, il y avait la joie. Alors oui, Michel et moi voyons ces deux événements de façon très similaire. Michel and I see the two events very similarly. Vous pensez qu'un tel mouvement soit possible dans le monde d'aujourd'hui où l'individualisme est au centre de tout? I know from the testimony and the life-changing effects of the Occupy movement. Moi, je sais que c'est possible. Je le sais grâce aux témoignages et aux conséquences considérables du mouvement Occupy aux États-Unis et partout dans le monde. Au début, j'avoue avoir été très sceptique. J'ai été totalement déconcerté par ces porte-paroles de véritables haut-parleurs humains qui hurlaient des messages que la foule répétait en écho, comme si elle se soumettait, comme si elle était composée d'automates. J'ai trouvé ça atrocement aliénant. C'était insupportable. Cela n'avait rien à voir avec la liberté de penser, la liberté d'expression. Et pourtant, je sais que beaucoup de mes élèves, de mes pairs, de mes amis, ont été véritablement marqués, transpercés même par le mouvement Occupy. Ils ont pris part à un mouvement social qui a cristallisé tout à la fois l'histoire et le futur. Et c'était exactement ce qui s'est passé lors du Free Speech Movement ou de mai 68. C'est quelque chose qui vous laisse à jamais insatisfait. Rien d'autre, jamais, ne sera aussi bien. Et l'échec de tous ces mouvements, à l'exception peut-être du Free Speech Movement, vous laisse avec un sentiment de honte, avec le sentiment d'avoir échoué. Pour la première fois de votre vie, vous avez pu entrevoir des possibles, au-delà de votre imagination, et des possibles qui vous semblaient tout à fait atteignables, réels. Alors, quand ils disparaissaient, vous vous retrouvez comme quelqu'un d'échoué sur une île déserte. De l'idée de pouvoir discuter de tout avec tout le monde, n'importe quand, de cette absolue liberté d'expression qui régnait alors, vous vous retrouvez soudain dans un monde où vous n'avez rien à dire, et où personne ne vous écouterait de toute façon. That you could talk to anybody about anything at any time, which is what happens in these moments of upheaval and speech, and absolute free speech. Suddenly from that, you go to a world where you have nothing to say and no one wants to hear you if you do. La question de l'ascendance dans la culture est fausse. Toute nouvelle manifestation culturelle réécrit le passé, transforme les vieux maudits en nouveaux héros, les vieux héros en personnes qui n'auraient jamais dû naître. De nouveaux acteurs fouillent le passé à la recherche d'ancêtres, parce que l'ascendance est la légitimité et la nouveauté le doute. Mais à toutes les époques, des acteurs oubliés émergent du passé non comme des ancêtres, mais comme des proches. Pour l'Amérique des lettres des années 20, c'était Herman Melville. Pour le rock'n'roll des années 60, c'était Robert Johnson, le bluesman du Mississippi des années 30. Pour l'Occident du désordre des années 70, c'était Walter Benjamin, le critique prudemment absolutiste des années 20 et 30.
En 1976 et 1977, et dans les années qui suivirent, symboliquement transformés par les Sex Pistols, c'étaient peut-être les dadaïstes, les lettristes, les situationnistes et divers hérétiques médiévaux. Quand j'écoutais les disques, c'était difficile à dire. Quand je regardais les connexions que d'autres avaient faites et tenues pour admises, après vérification, les faits ne sont pas toujours là, je me trouvais happé dans quelque chose qui était moins une affaire de généalogie culturelle, de lignes à tracer entre des morceaux d'une histoire existante, qu'une histoire à fabriquer de toutes pièces. C'était une histoire marginale, chaque manifestation revendiquant, à mesure qu'elle émergeait de l'ombre des événements connus, dans son court moment d'existence, le monde entier, et puis se trouvant relégué à un long numéro dans le système Dewey de classification décimale. Quoique presque silencieuse à côté du bruit des guerres et des révolutions, c'était une histoire apparemment récurrente dans ce siècle, une histoire qui, à plusieurs reprises, s'exprimait et à plusieurs reprises perdait sa voix. C'était, semblait-il, une voix qui avait seulement besoin de parler pour se perdre elle-même.
Je veux être l'anarchie, je veux être un anarchiste crash. Johnny Rotten, Anarchy in the UK, les Sex Pistols, un single sorti il y a plus de 40 ans déjà, c'était en 1976. Avant cela, nous écoutions un extrait de Lipstick Traces, une histoire secrète du XXe siècle, de Greil Marcus, lu par Frédéric Lugon. Lipstick Traces qui ressort ces jours-ci, comme paraît Three Singers, Three Songs, Three Nations, Greil Marcus que l'on retrouve avec Lynn Levy. La poésie et les mots étaient au centre de l'insurrection de mai 68 et vous l'avez montré dans votre livre Lipstick Traces. Les mots ont aussi été, bien sûr, la source des mouvements politiques, musicaux, subversifs qui ont suivi. Et vous avez d'ailleurs été le premier à montrer l'influence des situationnistes sur le punk. Exiger autant du monde avec des armes aussi poétiques, c'est ce qui vous a fasciné. Est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui? That's an impossible question to answer. Because anyone who makes a prediction about the future is going to be exposed sooner or later, probably sooner, as a fool. Il est impossible de répondre à cette question, parce que celui qui fait des conjectures se retrouve tôt ou tard comme un idiot. Aujourd'hui, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Dans les années 50, il était certainement possible d'observer le monde comme le faisaient les lettristes et les situationnistes en disant « Cette société est en train de pourrir, elle commence à se briser, elle est basée sur le mensonge, elle ne durera pas. » Alors que les autres étaient certains de faire partie d'un monde nouveau offrant prospérité, solidarité. Dans les années 50, on pouvait observer le monde comme un monolithe et dire « Voyez ces failles, elles sont plus importantes que l'objet tout entier. » C'est ce que Debord a appelé le champ libre. Aujourd'hui, on regarde le monde devenu un monde de corporatisation où les gouvernements ressemblent à des entreprises et où les entreprises se prennent pour des gouvernements. Et les gens n'ont pas l'air de saisir que lorsqu'on commence à renoncer à l'administration publique, à la démocratie, le gouvernement se met à fonctionner comme une entreprise privée. That if you give up on public government and democratic government, the government by corporations will replace it. But it seems not like a monolith, but like a series of interlocked monoliths. So there is no crack. Et le monde d'aujourd'hui a l'air de ne plus être un monolithe. Il s'apparenterait plutôt à plusieurs blocs qui s'entrecroisent et qui ne contiennent aucune faille. Mais c'est probablement une erreur de croire que cette impression correspond à une réalité. Les êtres humains ne sont pas bons pour imaginer l'avenir. Au final, le futur ressemble toujours pas mal au présent. D'une certaine façon, votre question est inutile, surtout si l'on part du postulat romantique que la poésie se trouve à la source de toute insurrection. Les situationnistes, eux, ont retourné le problème. Ce dont nous avons besoin, c'est une révolution au service de la poésie. Ça, c'est intéressant. Et c'est une notion ouverte qui ne peut pas être saisie instantanément. La révolution au service de la poésie, ça veut dire la révolution au service de la liberté d'expression, au service de l'être humain, homme, femme, jeune, vieux, blanc, noir, qui que ce soit, et qui cherche sa propre voix, qui parle pour lui-même. Ça, c'est la révolution que nous voulons. Cette exhortation a un appétit profondément humain, un besoin vital, et elle ne pourra jamais être réprimée. That's the revolution we want. That urge is a human urge. That need, that demand, that idea is a basic fundamental human desire, and that will never be suppressed. You know, I was not the first person. Je n'ai pas été la première ni la xème personne à faire le lien entre les situationnistes et le punk. Les accointances étaient là, en pleine lumière. Malcolm McLaren, celui qui a monté les Sex Pistols, était un des dévots des situationnistes. Il lisait l'International situationniste en français et disait « Je ne sais pas toutes les idées, mais j'adore les images ». Il s'en est inspiré. Donc, rien d'obscur ni de secret là-dedans. Vous savez, à Londres, à l'époque des Sex Pistols, d'aucuns comparaient la boîte de nuit où ils se produisaient au cabaret Voltaire zurichois. Si j'ai effectivement fait quelque chose de différent, c'était de montrer que ces liens n'étaient pas ce qui était intéressant. Ils étaient l'évidence. Par contre, les brèches, elles, étaient cachées. Tout cela a donné lieu à des moments qui, eux, ont été oubliés, effacés de l'histoire officielle. Et pourtant, même si ces instants ont été gommés, les voix qui les sous-tendent, elles, imprègnent l'époque, qu'on le veuille ou non. Dans Lipstick Traces, j'ai raconté l'histoire d'une voix qui, à travers les siècles, s'est continuellement fait entendre.
Et pour moi, c'était merveilleux de constater que quelque chose qui avait disparu, qui avait été englouti, se mettait soudain à réapparaître. Lipstick Traces was the history of a voice over many centuries, continually reappearing and disappearing. And to me, it was so marvelous the way something that disappears would reappear. En lisant ces deux livres, Lipstick Traces et Three Songs, sortis à 30 ans d'écart, j'ai eu l'impression qu'au fond, c'était le principe d'incertitude qui était au centre de votre écriture. Ce goût de l'occulte, des voix secrètes, des connaissances ignorées caractérise votre travail, Greil Marcus. Quelque chose qui vient de l'enfance, parce que vous avez grandi dans une famille où il y avait beaucoup de secrets. Yeah, that's true. I sort of figured this out a long time ago. Why am I so fascinated with mystery, with the uncertain, with untold stories? Oui, c'est vrai, je l'ai compris il y a très longtemps. Pourquoi suis-je fasciné par le mystère, par le secret, les histoires oubliées? Sans doute parce que je suis qui je suis. Je suis le fils d'un père mort durant la Deuxième Guerre mondiale, avant ma naissance. Je l'ai toujours su depuis que je suis petit. Ce n'était pas un secret. Je vivais avec ma mère, une veuve de guerre, et ses parents. Et les circonstances de la mort de mon père, un typhon qui a coulé le navire sur lequel mon père était second, il était dans la Navy. 3 bateaux ont sombré ce jour-là. 800 hommes ont disparu. C'était la pire catastrophe de l'US Army durant la guerre. S'il ne s'agissait pas d'un secret, dès l'instant où ma mère s'est remariée, on n'en a plus jamais parlé. J'ai grandi dans une maison où il n'y avait pas une seule photo de mon premier père. Et quand j'ai rendu visite à sa famille à Philadelphie, à mon grand-père, bien sûr, il y avait des photos de ce fils mort en héros au cours de la guerre. Mais je me suis senti en quelque sorte coupable de regarder ces photos. Coupable, déloyal envers l'autre père, celui qui m'avait adopté. Vous savez, on parle d'un petit enfant qui cherchait à trouver un sens à tout ça, et je n'ai jamais réussi à le faire. Vous avez déjà observé ces enfants qui, un jour, se mettent à croire qu'ils ne sont pas les enfants de leurs parents, qu'ils sont en réalité un petit prince, que le monde s'est trompé de famille. Je les hais, ces enfants-là. C'est un fantasme très répandu qui vient des contes, qui touche tous les enfants. Le problème pour moi, c'est que c'était vrai. You know how little children often believe that their parents aren't their real parents? I hate them. They're so terrible. I'm so wonderful. I'm so pure. How could these monsters be my parents? I must have, you know, it's the fantasy that goes back to fairy tales of the little boy in the stable dreaming that he's a prince, and he actually is. You know, he's the lost prince. And children have these fantasies all the time. The problem for me was that it was true. Vous vous érigez contre l'idée d'une hiérarchie entre la culture haute, acceptable, noble, et la culture populaire, simple. Avoir honte d'aimer la pop musique est une erreur. Avez-vous dit souvent? Oh, I think it's very true that there's a hierarchy. Oui, je crois que c'est tout à fait vrai qu'il existe une hiérarchie. Et je crois que c'est une chose qui existe à l'intérieur de chacun de nous, davantage que ce qui est officiellement dit, admis par les organes de l'État ou par les musées. Les musées sont toujours très heureux de muséifier la culture populaire, de l'accrocher sur leur mur. Mais il est clair qu'il existe une hiérarchie qui est là pour que les gens aient honte d'aimer ce qu'ils aiment. C'est une forme de domination, c'est une façon de réprimer la liberté d'expression. Si tu as honte d'aimer quelque chose, tu vas le taire, et donc tu ne vas pas parler de ce qui te plaît profondément en tant qu'individu. Bien sûr que ces hiérarchies existent, et c'est une forme de domination que l'on porte en nous. Et fondamentalement, cela revient à réprimer la liberté d'expression. Of course these hierarchies exist, and they're a form of domination that we carry within ourselves. Ultimately, it comes down to the suppression of speech. Vous étiez un étudiant en Sciences Po à Berkeley pendant les événements du Free Speech, on l'a dit, et vous y avez bien sûr participé. Aujourd'hui, vous êtes professeur dans cette même université. Vous êtes en quelque sorte passé de l'autre côté de la barrière. D'abord, ça fait quoi? Et puis ensuite, en quoi la vie sur le campus a changé? Well, look, I say I'm not a professor. Écoutez,
J'aime à dire que je ne suis pas un professeur. Je n'ai pas de doctorat, je ne fais partie d'aucune faculté. Mais en même temps, j'enseigne depuis près de 20 ans et notamment à Berkeley. Du coup, effectivement, ça devient difficile de dire que je ne suis pas enseignant, alors que je passe mon temps à jouer ce rôle-là. Alors oui, ça fait bizarre, mais pas dans le sens ontologique ou épistémologique du mot. C'est juste étrange et merveilleux à la fois. Cette continuité est excitante. Bien sûr qu'aujourd'hui, le campus n'est pas aussi politisé qu'il l'était à l'époque. La société alors craquait dans tous les sens possibles, et le souffle du mouvement des droits civiques affectait toutes les facettes de la vie. Émotionnelle, politique, intellectuelle, économique. L'existence même du pays était alors philosophiquement remise en question. Je peux vous dire une chose sur le campus ou les étudiants de Berkeley. J'ai enseigné à Princeton, à la New School de New York, à l'université de Minnesota, dans de nombreux établissements, mais les étudiants de Cal, comme on appelle l'université de Californie Berkeley, sont les meilleurs. Non pas parce qu'ils écrivent les meilleures dissertations, ce n'est vraiment pas le cas, mais parce qu'ils portent en eux une intensité, un désir de parler et d'être entendus. Ils sont sceptiques, ils refusent d'accepter l'autorité illégitime. Ils ont une joie d'apprendre que je n'ai jamais vue ailleurs. Et cela ne change pas, peu importe l'époque. Vous ne pouvez pas prendre les choses pour acquises. Vous ne pouvez jamais dire « bien sûr ». « Bien sûr » est une façon de dire aux autres « taisez-vous ». That's what students at Cal are like. You cannot take anything for granted. You can never say, of course. Of course is a way of saying to other people, shut up. La chanson communique avec un royaume où les gens se métamorphosent en fantômes. Les fantômes en souvenirs et les souvenirs en malédiction, sans que rien ne puisse empêcher qu'il en soit ainsi. La chanteuse peut se tenir debout ici même et voir son propre visage de l'autre côté. Elle est à deux endroits à la fois, ou bien nulle part. Quand vous voyez quelque chose depuis l'autre côté, vous le voyez du point de vue de la mort, à moins que ce ne soit toujours l'homme mourant à la guerre qui parle, tandis que la chanteuse imagine l'existence post-mortem de cet homme, refuse de le laisser partir. Poe s'en est approché dans La chute de la maison Usher, mais pas d'aussi près. Les mots « from the other side » s'évanouissent dans le silence à mesure que Wiley les chante et se dissolvent dans le lointain, la disparition. C'est tout le thème de la chanson, de ses paroles et de sa musique, de sa sonorité et de sa présence. « What you do to me, baby » « Ce que tu m'as fait, chérie » chante Wiley pour conclure, si tendrement, ses yeux pétillants pour la première fois dans la chanson. « It never gets out of me » cela restera toujours en moi. Et c'est maintenant clairement la femme, parlant dans la chanson, qui s'adresse à son amant défunt, prête à mourir elle-même, à traverser la métaphore océanique qui, dans le langage des paroles folk, ne renvoie jamais qu'à la mort. « What you do to me, baby, it never gets out of me. I believe I'll see you after I cross the deep blue sea. » Ce que tu m'as fait, chérie, cela restera toujours en moi. Je crois que je vais te voir après que j'ai franchi la mer profonde et bleue. C'est ce qu'elle devrait dire. C'est ce que l'oreille comprend en premier lieu. C'est ce que la chanson, en tant que produit d'une langue partagée par tous, veut qu'elle dise. Et c'est peut-être même ce que la femme dans la chanson, pas Wiley, mais la construction fictive à laquelle elle prête sa voix, veut dire. Mais Wiley, faites encore un pas en arrière. Fie-toi au récit, lui souffle une voix. Ensuite, elle entend la chanson comme le fruit d'un seul esprit, d'une seule volonté, qui la lui chante et pointe ce sur quoi tout ce qui précède doit insister. Oui, je suis prête à mourir, mais cela ne garantit rien. Ce que tu m'as fait, chérie, cela restera toujours en moi. I may not see you after I cross the deep blue sea. Je peux ne pas te voir après que j'ai franchi la mer profonde et bleue.
Si je suis tué, ne n'enterrez pas mon âme, laissez-moi juste là et laissez les busards me manger en entier. Last Kind Words, Blues, Gishi Wiley, que nous entendions l'une des voix que traite Greil Marcus dans son nouveau livre, dont nous écoutions auparavant un extrait lu par Frédéric Lugon. Lynn Lévy, à quelle occasion est-ce que vous avez rencontré Greil Marcus ce week-end? C'était une commémoration? Alors, je dois juste revenir sur la musique de Gishi Wiley. C'était vraiment une hors-la-loi, une country blues chanteuse des années 30, une femme incroyable. Et c'est merveilleux d'avoir lu les mots de Greil Marcus sur son travail à elle. Greil Marcus, que j'ai donc vu à Paris hier matin, au lendemain de sa performance au théâtre de Montreuil autour de mai 68 et qui, je l'avoue, a fini fort tard. Et comment est-ce que vous l'avez trouvé, Greil Marcus? Est-ce que il avait en personne cette verve qu'on lui entend dans votre enregistrement? Ouais. Absolument, c'est un homme de 73 ans aujourd'hui, mais il émane de lui une fougue, une force qui est impressionnante et extrêmement séduisante. Et vous lui avez encore demandé? Eh ben, quand je l'ai vu, je lui ai demandé que, vu que lui est un intellectuel, un écrivain qui est toujours parti de la musique, de la chanson, du son, pour parler plus largement du monde, de la société, de l'Amérique, alors j'en ai profité pour lui demander si, par exemple, un autre point de départ aurait été possible pour ses réflexions. Well, I suppose so, but the first book I wrote, Mystery Train, which I wrote when I was in my 20s, and came out in 1975. Eh bien, je le suppose, mais le premier livre que j'ai écrit, Mystery Train, sorti quand j'avais une vingtaine d'années, en 1975, est un livre où les chansons parlent au roman et où les poèmes s'adressent au film. Et c'est simplement un langage qui se compose, le langage que parlent les Américains quand ils tentent de donner sens à qui ils sont, là où ils se trouvent et d'où ils viennent. Je n'ai jamais vu de séparation entre tout ça. Tous mes livres, toutes mes tentatives de raconter une histoire partent et s'ouvrent sur une chanson, parce que c'est fondamental pour moi. C'est ma pierre de Rosette. Ça éclaire les choses, cela me permet d'entendre ces choses obscures, ignorées et superbes, avec une joie, un charme et un plaisir incommensurables. Je pars toujours d'une chanson, et la question qui suit immédiatement, c'est pourquoi est-elle si importante, si parfaite, tellement absolue? Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Quelle est la langue qu'elle parle? Que veut cette chanson? Qu'attend-elle de moi? Qu'exige-t-elle du monde? Quel est le monde contenu dans cette chanson? Et si le monde ressemblait à cette chanson, comment serait-il? Et donc, pour moi, la chanson pose toutes ces questions. If the world were like this song, what would the world be like? And so, for me, a song asks all questions. Bob Dylan, c'est l'un des chanteurs sur lequel vous avez le plus écrit, dont l'une des chansons est très traitée dans un chapitre entier de votre dernier livre d'ailleurs. Il a reçu le prix Nobel de littérature. Qu'est-ce que vous pensez de ce prix? Look, for many years, people have been nominating Bob Dylan for the Nobel Prize. Écoutez, depuis de nombreuses années, on a voulu que Bob Dylan obtienne ce Nobel. Des professeurs, des poètes, d'anciens récipiendaires du Nobel, bref, nombreux parmi ceux qui le pouvaient, ont voulu faire figurer Dylan sur la liste de ce prix. Et cela depuis des lustres. Des fans ont fait circuler des pétitions. Tout cela dure depuis 20 ans. J'ai toujours trouvé cela ridicule et déplacé, pour de nombreuses raisons. Et la raison la plus fondamentale, parce que je trouvais cela stupide. J'ai eu l'impression que ceux qui cherchaient le plus à auréoler Dylan du Nobel étaient ceux qui attendaient une validation. Ils voulaient que quelqu'un de légitime culturellement, à l'incontestable autorité, leur dise « c'est acceptable d'être fan de Dylan ». Parce que d'une certaine façon, ils avaient honte de leur goût. Je me suis aussi dit que la dernière chose dont avait besoin Dylan était d'un autre $1 million, d'un prix Nobel. Mais lorsque ma femme, qui a un humour très personnel, m'a dit au réveil un matin « Il y a des nouvelles concernant Bob Dylan », elle savait qu'immédiatement je répondrais « Oh mon Dieu, il est mort ?» Mais quand j'ai appris qu'il avait reçu le Nobel, je me suis soudain senti vraiment bien, très heureux. Comme cela devait être bon pour lui. Mais quand 20 minutes plus tard, le New York Times m'a appelé pour me demander d'écrire un papier dans l'heure, j'ai écrit dans cet article que je trouvais ce prix inutile et qu'il n'y avait rien de très intéressant à dire là-dessus. Which I actually did. What I wrote about was why I thought this was essentially
pointless, beside the point, that there was nothing interesting to say about it. And what Dylan said in his message when he... J'ai trouvé magnifique ce que Dylan a écrit dans le billet qu'il a envoyé au comité Nobel. Je ne crois pas que Shakespeare s'inquiétait de savoir quel prix sa pièce allait recevoir ou d'une quelconque validation culturelle. Il avait des considérations bien plus pratiques, bien plus urgentes. Et Dylan a tout de même réussi à accomplir deux choses remarquables dans ce texte. Il a ramené le prix Nobel sur Terre, a démontré son inutilité. Et en plus, il s'est comparé à Shakespeare. He managed to do two remarkable things. He brought the Nobel Prize down to earth and said that it was ultimately a distraction and completely pointless. And he was able to compare himself to Shakespeare. Le soir de l'élection de Barack Obama, vous étiez à Minneapolis et Bob Dylan y faisait un concert. Que reste-t-il aujourd'hui de l'espoir qui a porté Barack Obama au pouvoir, cet espoir fou de changement? I think people romanticized Obama from the start in a way that was unrealistic, and I think that Barack Obama, as a gifted politician... Je crois que les gens ont incroyablement romantisé Obama depuis le début, de façon totalement irréaliste. Et je crois qu'Obama, habile politicien, a aussi joué ce jeu, et il l'a très bien joué. Mais cela n'a rien à voir avec Obama et avec la politique d'Obama. Il a été un très bon président, il a accompli des choses importantes et son administration a été la moins corrompue de notre histoire. Il a eu une présidence honnête, ce qui est très rare. Mais quant à savoir s'il a incarné l'espoir, l'espoir est un concept vide, une émotion vide qui vous ramène nulle part. L'espoir n'a aucune substance, c'est un engourdissement, c'est un gaz. Emotion. It won't get you anywhere. There's no substance to it. It's amorphous. It's like gas. Well, there was a gesture that Obama made at a certain point in his presidency. Obama a eu un geste, celui de légèrement frotter son épaule gauche avec le dos de sa main droite. Un geste très bien compris par la communauté afro-américaine. Un geste qui voulait dire, d'un seul mouvement des doigts presque anodin, je me débarrasse du mépris, de la haine raciste et de la saleté. Aujourd'hui, nous avons un président qui est cette saleté. Trump est celui qui jette les ordures à la face du monde. Et c'est un gigantesque retournement des choses. Il est trop facile de dire qu'il n'y a plus d'espoir aujourd'hui. L'espoir n'a jamais été le sujet. L'espoir est bon marché. Vous n'avez rien à faire pour juste dire « Oh, j'aimerais tant que les choses soient différentes ». Tout ce que vous pouvez faire, c'est penser, réfléchir le plus clairement possible sur ce qui se passe, sur ce qu'il va advenir. Et vous devez comprendre, ce que beaucoup aux États-Unis refusent de voir et ce que pour ma part j'ai compris il y a fort longtemps, vous devez comprendre que pour une part importante de la population, 30, peut-être 40%, parfois plus, parfois moins, les valeurs de la démocratie ne valent rien, ne veulent rien dire. Une bonne partie du pays n'a jamais été démocrate, n'a jamais validé les valeurs de la démocratie. Une partie de ce pays reste attachée à la suprématie blanche, à la domination, restriction et punir. Et cela n'a jamais changé. Le degré a varié, mais il y a toujours une part importante de l'Amérique qui pense que la Constitution américaine n'est qu'un ramassis de slogans communistes. There has always been a significant part of America that believes that the Bill of Rights is practically a bunch of communist slogans. And no, what do you mean? People can say what they think. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Il faut penser juste, droit, ils doivent faire ce qu'on leur dit de faire, il y a le bien et le mal, certains sont juste mauvais, ils n'ont aucun droit. C'est de cela dont est aussi composée l'Amérique. Il ne s'agit pas de Donald Trump mystifiant un pays entier et d'un peuple qui soudain se dit « Ah, oui, oui ». Non, ce n'est pas l'invasion des morts vivants. Ces gens-là ont toujours été là. This is not invasion of the body snatchers. Those people have always been here. Le fond réactionnaire américain que décrit ces mots durs, ce constat de Greil Marcus que vous avez interviewé, Lynn Levy, alors que ressort aux éditions Alia, Lipstick Traces, une histoire secrète du XXe siècle, et que paraît la traduction française de son nouvel essai, Three Songs, Three Singers, Three Nations. Merci Lynn de ce parcours passé avec Greil Marcus. Merci à vous, c'était un moment assez impressionnant. Ouais.
On entendait cette chanson Last Kind Words Blues, qui est l'une des chansons qu'a choisi Greil Marcus dans son dernier ouvrage pour bâtir une histoire de l'Amérique et des chansons et des artistes qui la font. La coïncidence est assez belle. Je vous en propose, Lynn, je vous propose aussi à vous qui nous écoutez dans Versus, une version toute récente. C'est celle que chante Rhiannon Giddens. Rhiannon Giddens est une jeune musicienne américaine qui joue du banjo, qui joue du violon, mais qui surtout chante, puisque elle est la voix des Carolina Chocolate Drops, un ensemble qui actualise et qui donne avec une certaine fidélité la musique traditionnelle populaire américaine. La voici donc en 2015. C'est l'ouverture de son premier album solo qui chante Last Kind. Et pour se quitter dans Versus, un concerto pour orgue de Vivaldi.